Et on laisse la parole à ses amis. Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. Puis merci déjà des premiers échanges que j'ai eus avec vous et avec Christian. Voilà. Je crois que c'est pas très fréquent que en ce moment je me sens sur la même longueur d'onde que certains qui s'évertuent à dire que je suis un provocateur qui essaye d'attirer l'attention sur lui. En fait, non, je n'essaie pas d'attirer l'attention sur moi, je suis provocateur. Mais provocateur, disait un auteur de théâtre allemand bien connu, c'est une manière de temps en temps de remettre la réalité sur ses pieds. Et donc, pour moi, je ne conçois pas ne pas interpeller des mesures qui sont prises sans en mesurer les impacts pour ceux pour qui on travaille, hein, c'est-à-dire les usagers. Donc, je ne peux pas concevoir qu'on n'interroge pas les dispositifs. Or, c'est bien ce qui a regretté depuis un certain nombre d'années. On entend parler de mesures, et au lieu de se dire en quoi ces mesures vont être utiles pour les usagers, on se dit comment on va les appliquer. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis un certain nombre d'années, et c'est très regrettable, parce que nous sommes en train de dériver et d'appliquer bêtement des dispositifs stupides. Donc, en fait, pourquoi on reçoit les choses passivement comme ça? Pourquoi? Et parce qu'on ne contextualise pas, on ne remet pas les choses dans l'histoire. Donc on va dire inclusion, non pas inclusion, tout inclusif, non en moitié. Non, il faut déjà savoir quel est le processus, quelle est l'évolution qui a eu lieu depuis une soixantaine d'années. Et c'est une évolution qui est partie de le domicile, les hospices, etc., pour arriver au militantisme, qu'il faut saluer, des parents qui se sont regroupés pour arriver en 1958 au papillon blanc, devenu en 1960 l'UNAP. Donc aussi des professionnels se sont joints à ça, le docteur Kohler par exemple à Lyon, d'autres aussi, des associations plus locales, donc qui se sont dit, dans l'évolution des regards, puisque ce qu'on appelait les déficients légers avaient leur première réponse en 1909 avec les classes de perfectionnement. Et on avait laissé de côté les déficients mentaux plus profonds, les trisomiques, etc. Et donc c'est pour cela qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les parents, certains professionnels, se sont mobilisés pour dire, ben voilà, nous, on veut des réponses pour nos enfants, et ça a été le lobbying intelligent, très actif, qui a amené le décret de 56 sur les EMP, qui a amené les textes sur les ESAT plus tard, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? Un premier temps, c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle les institutions traditionnelles, c'est assez fermé, sans droit des usagers, mais avec un développement exponentiel, c'était les lois de 75. La loi de 75. On a produit beaucoup d'institutions, et pas du tout sur le modèle d'aujourd'hui. Et puis on l'a vu, l'évolution. L'évolution, c'était les années 80. Les années 80, où on voit une diversification. On voit les structures, mais on commence à voir le travail protégé en milieu ordinaire. C'est le décret de 86. On voit des externalisations, des foyers se démembrer avec des services, chaque fois qu'on pouvait, qui sont devenus plus tard des services d'accompagnement. C'est-à-dire une pluralité. Les années 80, une année, et c'était une période extrêmement féconde et qui épousait en fin de compte les évolutions culturelles, l'évolution du regard. Tout ça, c'est pas pour dire de manière assez détournée que les pouvoirs publics n'ont rien inventé, que notre secrétaire d'État n'a rien inventé du tout. En fait, on ne l'a pas attendu pour avoir ce long mouvement qui est profond là-dessus. Alors, déjà, on peut faire 4 constats. Il y a déjà un premier constat, c'est que les structures spécialisées, dont on dit le plus grand mal, aujourd'hui, les EMP, les EMPRO, les ESAT en 75, les masses, par la loi du 30 juin 75, article 46, n'ont pas été créés pour mettre à part. C'était justement le contraire. Ont été créés pour créer du droit. C'est-à-dire droit à l'éducation, droit au travail. Quand on a fait la loi d'obligation d'emploi, bon, elle avait commencé bien plus tôt, après la Seconde Guerre mondiale, mais en 57, loi d'obligation d'emploi, mais on s'est dit, oui, mais alors les handicapés,
Et c'est comme ça qu'on a créé, quand ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans une entreprise ordinaire ont pu accéder aux ESAT et aux entreprises ateliers protégés à l'époque. CAT et ateliers protégés, c'était donc les structures spécialisées, c'est comme ça, il faut contextualiser un peu, ont été créées pour créer des droits fondamentaux aux gens, n'ont pas été créés pour marginaliser. Donc ça, c'est la première chose, et on ne peut pas parler de politique sociale sans contextualiser, c'est stupide, ça n'a aucun sens, aucun sens. Alors la deuxième constat, on observe, comme je le disais, une évolution continue d'ouverture et de pluralité des réponses, l'accroissement des droits des usagers. Et puis on a ouvert, c'était les années 80, qui a été avalisé ensuite, qui a été confirmé par la loi du 2 janvier 2002, la loi du 11 février 2005. Mais le mouvement a été amorcé dès les années 80, où il y avait une diversification. Par exemple, on n'a pas attendu dans les foyers ou dans les CAT de l'époque, pour faire des expressions des usagers, on n'a pas attendu la loi de 2002. Il y avait un tas d'ESAT, où il y avait des réunions d'ateliers, comme il y avait des réunions de résidents dans les foyers, etc. Il y avait tout ça se travaillait, il y avait un travail en profondeur qui se faisait avec l'évolution des regards, et donc c'est une évolution continue. Donc le troisième constat, c'est, alors là, on a l'impression, quand on entend parler du secteur spécialisé, que toutes les personnes handicapées sont orientées vers le secteur spécialisé. Alors là encore, c'est n'importe quoi, parce que quand on regarde les chiffres, bien de temps en temps, ça donne d'avoir des indicateurs. Par exemple, les ESAT représentent 12% de l'ensemble des emplois de handicapés. Si on regarde les EMP, ça fait, ou les structures spécialisées, ça fait autour de 15%. C'est-à-dire que 80-85%, et c'est quelque chose, alors là encore une autre bêtise, c'est quand on se compare à d'autres pays. Alors, quand on se compare à d'autres pays, comme d'habitude, on est en retard, c'est le mot qu'on utilise toujours quand on parle de la France. Les Français sont en retard ou ils sont retardés. Alors, là encore, la énième bêtise, c'est encore la énième bêtise qu'on entend, si je prends l'exemple des ESAT. En Suède, il y a 1,9, il y a presque le double de places d'emplois protégés. Ça s'appelle autrement, en anglais, ça s'appelle son nom. En Angleterre, c'est les seuls, ils ont réglé le problème. En Angleterre, c'est de dire, on est pour la désinstitutionnalisation, ben on ferme les ateliers pour handicapés. C'est pas un exemple du travail. Ils ont fermé le dernier trimestre 2011. Ça veut dire quoi? Vous croyez qu'ils étaient attendus à bras ouverts par les entreprises? Non, ils sont chez eux, ils se promènent et ils n'ont plus d'emploi. Si on prend l'exemple allemand, les Grecs sont vachement efficaces, tous les cerveaux, sont vachement géniaux, tout ça, même le football, il y a de temps en temps. Et si on regarde l'exemple allemand, ils ont 2 fois plus de places d'ateliers pour handicapés. Parce que vous comprenez, il y a des faux amis, c'est qu'on n'appelle pas forcément les choses de la même façon. Pareil pour l'inclusion scolaire. On dit en Italie, ils sont tous au travail dans les mêmes classes. Pas du tout. J'ai fait un voyage d'études pour mon dernier bouquin en Italie. Dans la région la plus privilégiée, c'est la région Emilie-Romagne. C'est là où il y a des structures, il y a de la santé, il y a de l'action sociale, etc. Oui, dans des collèges expérimentaux, vous allez avoir à l'intérieur du collège, des coins, par exemple, quand vous avez un déficient profond, il va être rattaché à une classe. La plupart du temps, il est avec un moniteur payé par la mairie, par la mairie qui l'occupe toute la journée. Ça s'appelle pas ça de l'inclusion, sous prétexte que c'est les mêmes espaces. Les Scandinaves appelaient ça l'inclusion physique. L'intégration physique, c'est le dernier niveau de l'intégration. Les gens ne sont pas rentrés dedans, c'est pas parce qu'ils sont sur le même lieu qu'ils sont rentrés dedans. Donc, quatrième constat, donc le secteur spécialisé, quelle que soit sa forme, sa configuration, n'existe à retenir que dans les pays riches à forte protection sociale. En fait, quand on a une bonne protection sociale, on a un secteur spécialisé. C'est-à-dire que c'est pas quand le critère positif n'est pas quand il n'y en a pas, c'est quand il y en a. Et je crois que ça change un peu tout, c'est-à-dire que le retrait des institutions spécialisées, ça veut dire aussi un recul de la protection sociale. Mais tout ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de le croire et d'être d'accord avec moi. Mais si vous le faites, ça me fera plaisir.
Mais tout ça se démontre. Enfin, C'est très facile à dire. j'explique tout ça. Enfin, lisez mon dernier bouquin. J'explique tout ça. Et de la Après, tout à l'heure avec. après, Après ce premier chapitre, le deuxième chapitre, que j'appelle Et pourtant. Je sais pas, je vais avoir une chanson de l'Aznavour dans la tête. Et pourtant, c'est des antagonismes bien faits. c'est que quand Si vous on jetez part sur la solution, Le seul problème, c'est que quand vous jetez sur la solution, c'est ça. avant déjà de Perversion. comprendre le problème. Donc c'est ça, la perversion On pense à la réponse. de la réponse. On pense Elle est à la là. solution. C'est quand on pense à la réponse, Pour on qui pense à la solution, et cette- mais on a cette oublié pour qui était Il faut cette arrêter réponse d'opposer. et cette Enfin, solution. je suis pas en- Donc il faut arrêter d'opposer. comme Enfin, parole des je suis pas institutions enfin, je suis spécialisées. pas là Mais je comme fais ça. porte-parole des institutions spécialisées. Et Mais je donc, fais ce on métier-là utilise pour m'occuper des différents différents moyens. Et donc on utilise différents moyens pour trouver des solutions adaptées à un moment donné. C'est tout, c'est le bon sens. Donc il faut arrêter d'opposer les réponses spécialisées de les ordinaires, enrichir, les rendre de les davantage assouplir, complémentaires, de les enrichir, les rendre davantage complémentaires, et que chacun trouve sa place. c'est pour ça que les pouvoirs dynamisme. publics doivent renoncer. C'est pour ça que les Militantisme, pouvoirs publics doivent renoncer. Sinon, le militantisme, c'est le c'est répéter, transmettre c'est aussi nous des éléments de organiser. réalité. C'est transmettre aussi des éléments de réalité plutôt que de faire le boulot, parce que les Enfin, moi, c'est associations mon point de font vue. tout le boulot. Elles C'est- acceptent. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Elles acceptent des choses. Donc il faut ramener la réalité, c'est le boulot C'est des pas associations. Donc il faut ramener la réalité, c'est le boulot des associations. C'est des C'est la situations. proximité, c'est la vérité des choses, la vérité des situations, de leur vie. Donc il faut arrêter avec cette approche de intégriste de l'inclusion. où les gens n'existent pas. L'inclusion, où les gens n'existent pas, où maintenant on en est à dire pourquoi les institutions spécialistes, comme si on était des défenseurs de solutions, alors que les solutions Spécialistes des droits sont des des personnes. spécialistes des droits des personnes. Alors, Je dirais pas, avant, j'ai failli ne pas dire, je mais dirais m'a donné un pas, mauvais exemple. j'ai failli ne pas dire, mais il m'a donné le mauvais exemple de dire des choses de manière aussi directe. Négatif sur Tout ce que je pense de négatif sur ce qui a le été zéro fait solution, j'ai en écrit quelques années. s'appelle le virage Le zéro solution, j'ai écrit un article qui s'appelle Le virage inclusif et l'inclusif. Dans les ASH, qui veut bien d'autres des vues sont temps en plus dans le mainstream et ils n'aiment pas. d'autres vues sont plus dans le ministère, mais ils n'aiment pas les Ils acceptent. comme ça. Les ASH ne pensent pas qu'ils acceptent. En quoi c'est une imposture? Donc, C'est de en quoi dire c'est une déjà le imposture? mot zéro sans solution. C'est de dire déjà le mot zéro sans solution. C'était C'était déjà très simple. suspect. C'est quoi, zéro sans Ça veut solution? dire c'est très simple. C'est quoi que, le moi, sans je vais- solution? Ben, C'est que, moi, comme je on vais- ne veut pas être accusé par les instances Ben, internationales, comme on ne veut pas être accusé par les instances internationales, par l'opposabilité des solutions, on est obligé de trouver des solutions, on est obligé de une trouver place, des elle va solutions pour les servir à personnes. 3, 4, Et 5 personnes. et bien, une place, elle va servir à 3, 4, 5 Même si personnes. la Et solution, donc, c'est 3 tout le monde heures. aura une solution. Alors là, Même si la on solution, emballe bien c'est les 3 heures. choses, on appelle ça Alors les là, approches on modulaires, emballe bien les choses, on appelle ça les approches modulaires, avec des gens de bonne c'est-à-dire ils ont essayé de trouver 3 avec heures. des gens de bonne ils vont essayer de trouver 3 heures. 2 jours chez sa 2 maman, heures là, euh, 2 jours chez sa etc. maman, D'aller voir les libéraux, etc. D'aller voir les libéraux, l'orthophoniste, le kiné, là, l'orthophoniste, etc. le directeur Et général, là, ça c'est me ce rappelle que je disais au un président, de ma jeunesse. ça nous rappelle un C'est sympa, critère ma jeunesse. de ma jeunesse. Mais Voilà, c'est sympa, ma jeunesse. ma jeunesse, Mais c'était quoi? c'était C'était que ma jeunesse, ben, c'était quoi? les mères, elles arrêtaient de C'était que les mères, elles arrêtaient de travailler. Et puis pour avoir une petite activité, Voilà, elles se déjà. débrouillaient avec des solutions. Et puis pour avoir une petite activité, elles se Et débrouillaient avec des puis, comme elles solutions n'étaient de pas prise assez de aidées, transport. elles ont créé l'école des Et mamans. puis, comme elles n'étaient pas assez S'entraider pour aidées, essayer elles ont de créé se l'école des mamans mutuellement. pour s'entraider, pour essayer de se Et puis conseiller là, mutuellement. sous un C'est ça. langage bureaucratique, Et puis là, sous un langage bureaucratique, zéro sans solution, bien le fixé, COS, zéro sans solution, le COS, avec tous les jours, il y a une nouvelle terminologie. C'est que
on ne va qu'un mot pas continuer je sur pense, l'élan. c'est que En tout cas, on ne va pas continuer sur cet l'élan. qui a été En lancé. tout cas, on ne C'est-à-dire voudrait pas cet continuer élan. sur l'élan qui a On été fait lancé, de la diversification, c'est-à-dire la cet pluralité des où réponses. on fait de la diversification, de la pluralité des réponses, et on a des progrès à faire. On a des progrès à faire là-dessus, de la formation, des lieux de sociabilisation, des lieux où les enfants se rendent tous les jours, où les adultes ont une résidence, et qu'on arrête de parler de vivre en colocation, etc. Même Je veux bien, les deux schizophrènes là-dedans, je Bon, ne là, je veux bien, les deux schizophrènes là-dedans, je ne Donc, garantis rien. c'est une imposture. C'est une Donc, imposture, c'est de c'est dire, une imposture. C'est une imposture, c'est de dire, il va y avoir des séjours de répit. La Alors, le solution, séjour de là, répit, c'est il pas va y mauvais avoir du des tout. séjours de C'est une répit. bonne Alors, le séjour en Le répit, répit, c'est pas mauvais du tout, c'est une bonne idée, même. Le répit, la condition, Tant que ce qu'on soit a pas des une solution solutions de substitution. complémentaires qui C'est répondent tant qu'on a des solutions complémentaires qui répondent aux besoins des gens, on est dans quelque chose d'acceptable, pour ça qu'on a une réponse insuffisante totale. Je disais tout à l'heure, un film qu'on a fait sur les enfants. on a projeté un film qu'on a fait sur les enfants qui ont des handicaps rares, dans plusieurs associations de familles qui ont un enfant handicap rare. Avec souvent une épilepsie active. Il y avait, avec souvent une épilepsie active, Une épilepsie active. dans beaucoup d'handicaps rares, une Des épilepsie active. pense à une mère qui disait, nous on des attend, ça fait mères 6 ans. Je pense à une mère qui disait, nous on attend, ça fait 6 ans, on attend une place en milieu. Et donc pendant ce temps-là, j'ai été assez bouleversé. Parce que c'était une jeune femme qui avait fait des études à l'université de Toulouse, qui avait un projet, bon, il y avait eu cet enfant handicapé. Bon, son mari est parti, il y a un tas de choses qui expliquent tout ça. Moi, je ne porte pas de jugement. Donc, et elle s'est retrouvée seule avec cet enfant. J'ai dit, comment vous faites? Elle dit, ben voilà, je fais plusieurs boulots à temps partiel, je prends tout, et comme ça, je les cale avec les visites des paramédicaux. Donc, j'emmène ma fille, et comme ça, le reste du temps, je peux la garder, et entre-temps, ma mère habite au bout de la rue, et donc elle me garde. C'est pas une solution. Elle dit, oui, bon, j'ai une bonne copine aussi, c'est-à-dire que, au nom de l'inclusion, ça s'appelle l'abandon social. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire on laisse les gens seuls avec leurs problèmes. Bon, on peut défendre cette politique sociale-là. En tout cas, moi, c'est pas le mien. Donc, je suis très clairement pour des services collectifs à vocation sociale et médico-sociale où on prend en compte de plus en plus la singularité, les particularités des gens et des choses assez dynamiques. Donc, troisième point, après je me tairai définitivement, encore une promesse qui sera tenue que modérément. Alors, troisième point, c'est. Je lisais récemment une association à laquelle j'étais attaché autrefois, mais plus du tout maintenant. Nous avons sauvé les ESAT. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver les ESAT? Enfin, on travaille pour des gens. Et en plus, c'est une ânerie. C'est une ânerie parce qu'on ne lit pas assez. On croit la parole d'une secrétaire d'État qui n'a pas arrêté de blaguer depuis 5 ans et de travestir la réalité. Il y a un rapport IGAS qui est sorti en mai 2021. Pas le premier rapport IGAS où on avait travaillé avec les inspecteurs qui ont dit oui, les ESAT c'est un bouclier social, etc. Non, il y a un autre rapport IGAS qui est sorti parce que le premier ne plaisait pas à la ministre. Et donc le deuxième est sorti en mai 2021. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est d'autres inspecteurs généraux, et ils disent la véritable intention politique sociale, c'est la limitation des temps d'accueil et d'accompagnement. C'est pas de diversifier avec des accueils à temps partiel ou séquentiel, c'est de tout transformer en accueil temporaire et de répit. C'est très intéressant ce rapport de mai 2021, j'incite tous les insomniaques à s'y mettre dès ce soir, mais de temps en temps, vous vous réveillez et puis vous notez, vous dites merde, ils ont quand même moins. Alors, limitation des temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord de développer énormément tout ce qui est temps, quand c'est justifié, c'est très bien, mais quand ça l'est pas, c'est uniquement pour faire des solutions, c'est plus bien. Alors donc, les institutions seraient incitées à devenir
des endroits où on fait de l'évaluation des capacités, où on lance éventuellement de l'accueil, mais ce sera un accueil limité. Alors, donc, et on rajoutera des solutions familiales, un peu périphériques, etc. Donc, ça veut dire, grosso modo, c'est recharger les familles. C'est à nouveau tout ce que les services collectifs ne feront pas, c'est en direction vers l'environnement privé, c'est-à-dire la famille. C'est ça l'idée. Et effectivement, vous pouvez faire toutes les économies du monde si au lieu de faire un job, vous faites la moitié et vous passez le job à l'autre. Ça, c'est pas la peine d'être à la Cour des comptes, hein, comme Pifto. Encore drôle de gars. Donc, donc tout devient accueil temporaire, séquentiel. Alors comment on va expliquer à une mère que l'attente d'une place dans une émeute dure depuis plusieurs années, mais que c'est pas très grave? Il y a une mère qui dit dans une interview, il est fou en France que le handicap est considéré comme seulement le problème des parents. Comment expliquer à un travailleur des SAT, parce que c'est ça dont il parle le rapport, que dans le fond son poste est prévu pour une durée limitée, entre 6 mois et 2 ans. C'est-à-dire qu'après il faut qu'il trouve un job dans le milieu ordinaire. On n'est plus du tout sur un entraînement, avant une orientation, etc. Donc ça veut dire que, en fait, l'emploi protégé est transformé en emploi accompagné. L'emploi accompagné, c'est un emploi de droit commun. C'est bien quand ça existe dans le spectre des réponses. L'emploi accompagné, l'emploi adapté, l'emploi protégé, tout ça c'est bien. Mais quand c'est pour remplacer l'emploi protégé, vous allez priver le travailleur des SAT d'un droit à l'emploi. Parce que 90 à 95% des travailleurs des SAT ne pourront pas tenir un emploi accompagné. Alors il y a un chiffre en Allemagne. J'ai questionné un de mes amis, Werner Dolb, dans l'ES, où ils ont l'emploi, parce qu'ils sont pris comme modèle, les Allemands, encore une fois. Parce que les pouvoirs publics disent en Allemagne. Alors là, je lui ai dit, lui, il fait dans l'insertion, dans la réadaptation, etc. Je lui ai dit, mais vous avez les emplois accompagnés, il paraît que vous êtes géniaux, vous êtes cité en exemple par notre ministre qui est elle-même génial, enfin bon, qu'est-ce qui se passe? Ah bien non, c'est pas une bonne solution. Avec tous les efforts, ça fait 5000 emplois accompagnés, c'est tout. C'est-à-dire avec à côté 300 000 places de travail protégé. Il dit ça marche pas, ça convient pas. Donc en fait, si vous triez sur le volet des handicapés psychiques, avec une formation avant, avec une stabilisation, un bon accompagnement, oui, mais ça peut pas remplacer le travail protégé. Comment lui expliquer que son poste est prévu donc entre 6 mois et 2 ans? Il n'est pas fait pour rester. Que dire de cette mère qui a dû cesser son... C'est des gens que j'ai rencontrés, que j'ai notés. Ils ont été très instructifs pour moi ce jour-là. J'étais en dehors de mon espace habituel, j'étais là et tout. J'ai bien intégré tout ça. Que dire à cette mère qui a dû cesser son activité professionnelle, envahie par la paperasse administrative, noyée, disait-elle, dans l'océan des sigles et des acronymes, happée par les rendez-vous avec les professionnels de santé, les multiples prises en charge éducatives et médicales. C'était des situations totalement concrètes. Quel discours tenir à ce groupe de sexagénaires dont le fils jeune adulte autiste vit avec eux force de place dans un foyer d'accueil médicalisé, vit avec eux combien de temps, comment, quelle vie, qui mène la vie, quelle vie mène cet autiste, quelle vie mène ses parents. Faudra-t-il faire appel à la fratrie? Tiens, ça me rappelle quelque chose, comme il y a quelques décennies. L'organisation de ce genre de répit qui est bonne en soi, mais est-ce qu'elle correspond durablement, dans tous les cas, à une bonne solution? C'est pas leur avis. Que répondre à ce couple de professeurs des écoles que je connais, bon entretien avec eux, parents quadragénaires d'un adulte déficient mental et épileptique? Là aussi, il va falloir qu'un certain nombre d'institutions se remuent un peu. Parce que quand il y a de la complexité, justement, il faut qu'elles prennent à bras le corps, qu'elles amènent des stages de formation, mais il faut répondre à la complexité. Il ne faut pas qu'une institution dise « je ne suis pas capable de faire ça ». Non, on s'adapte aussi à la complexité, on travaille, on forme les gens, etc. Que répondre à ce groupe donc, de professeurs des écoles,
parents quadragénaires d'un adulte déficient mental établi, sortant d'un IME, pour qui aucune solution, en l'occurrence c'était une femme, ne semble possible. Son père a ainsi interrompu son activité professionnelle depuis plus de 2 ans et s'occupe de lui. Est-ce que ce sont des solutions acceptables? Est-ce que comment convaincre ses parents qu'une existence dans une institution ouverte, correcte, soit nocive et stigmatisante? Comment expliquer à leur enfant que d'avoir leur famille comme univers quasi exclusif, du coup il n'y a plus les copains, il n'y a plus les camarades, ce qu'on voit tous les jours, correspond à une solution inclusive? C'est une inversion du sens. Donc en fait, c'est l'application de la logique sanitaire au dispositif médico-social et qui ne nous convient pas du tout. Et alors là, on le retrouve au moyen avec un outil qui est un outil budgétaire, qui s'appelle Séraphin. Non, c'est pas, ça devient une sorte de musique. C'est tellement évident, Séraphin, on en a tellement besoin, c'est tellement intelligent que ça fait 12 ans qu'il y a des dizaines de personnes qui travaillent là-dessus, et je peux vous le dire, moi, comme professionnel, c'est une impasse technique. Mais en France, on ne reconnaît jamais quand on s'est trompé. On ne dit pas non, on est dans une impasse, on arrête. On va vider progressivement la première idée, au maximum de son contenu, et on dit, vous voyez, on a eu raison de travailler parce qu'on a une très bonne réponse budgétaire. Mais Séraphin, c'est la mort des institutions. Et je lisais hier une interview d'une jeune doctorante ou docteur, je ne sais pas, et elle disait l'accroissement des droits des usagers, pour elle c'était un postulat, l'accroissement des droits des usagers doit amener à la solvabilisation du demandeur. Ça, il y a une grosse association allemande qui milite beaucoup pour ça, donc c'est les parents en fait. Et donc, à la disparition des institutions. Plus il y aura accroissement des droits des usagers, plus on ira vers la disparition des institutions. Moi, je défends exactement la théorie inverse. C'est plus on veut que l'usager ait des droits, plus il faut qu'il y ait des structures d'accompagnement, des structures de solidarité, des structures de soutien, etc. Donc, vous voyez, on est aujourd'hui sur un vrai débat. On est sur un vrai débat. C'est soit on solvabilise le demandeur, c'est l'individu seul, il y aura sa famille, à qui on versera toute une partie du budget des établissements, puisque l'hypothèse à un moment donné, c'est de lui verser 30%, je crois, du budget des établissements, qui va acheter des prestations. Ça, c'est la première option. L'autre option, c'est l'option, la dynamique, l'évolution de la démarche que nous avons, que nous faisons, que nous avons continué à faire, que nous avons toujours fait, où on cherche des solutions à la mesure des besoins des personnes. Alors, cette logique sanitaire, et notamment son outil budgétaire, s'appelle la T2A, comme vous le savez, pour les hôpitaux. Vous savez que quand même la T2A, je n'ai pas rencontré un seul défenseur de la T2A. C'est quoi la T2A ? Je suis médecin et dévoué à mon hôpital. Donc, je vais prescrire un certain nombre de choses. Mais je peux prescrire des choses qui ne coûtent rien. Mais pour mon hôpital, ce n'est pas bon. Donc, je vais multiplier les examens pour assurer le financement pour mon hôpital. C'est un professeur de médecine qui expliquait ça très bien. Il s'est écrit partout. C'est-à-dire qu'au contraire de faire des économies, au contraire, on va dépenser plus d'argent pour solidifier les structures. Donc, comment le choix, il est là aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reconsidère l'accès véritablement au droit, c'est-à-dire en fonction des besoins des personnes, ou alors on va dire, il y a un gâteau, et puis on va le découper autant de parts qu'il faut pour donner des solutions aux gens. Je crois que le problème est là. Si Séraphin était en définitive mis en œuvre, j'ai plus que 3 minutes pour rassurer les organisateurs, étant précédé par une réputation de beaucoup de gens, mais qui est totalement cabalisée. Je tiens à dire. Donc, si ça été en œuvre, qu'est-ce que ça fera ? Fragilisation des structures, on l'a entendu, la bureaucratie plus forte, et puis la compétition commerciale entre les opérateurs. On va voir, parce que nous se disons,
privé et association, cette compétition va s'exacerber entre associations, entre établissements, et puis c'est la voie ouverte. Je ne sais pas, certains ont fait le rapprochement avec des grands groupes comme APA, parce que qu'est-ce qu'ils font ces groupes-là? Ils ne le font pas seulement dans notre secteur, dans le secteur de la santé, le secteur de la gériatrie, ils le font aussi pour les audioprothésistes. Il y a ce qu'on appelle les indépendants. Je me suis fait expliquer ça par mon voisin, un cadre dirigeant, et chaque fois j'apprends des choses. Alors, je fais semblant de trouver vachement intelligent, et donc du coup j'apprends plein de trucs. Il me donne des leçons gratuites. Il dit qu'est-ce que je fais? Il est payé par une société suisse, et son boulot, c'est de racheter ce qu'il appelle les indépendants audioprothésistes qui deviennent des salariés bien payés, et à ce moment-là, ils doivent. Donc, en fait, on retrouve chaque fois le même schéma, que ce soit dans la gériatrie, parce que pendant longtemps, il y avait des propriétaires de maisons de retraite, ils avaient une ou deux maisons de retraite. Là, maintenant, c'est des groupes, avec lucratifs, etc. Si vous laissez passer ces enfants et l'accès avec uniquement à des prestations données par des paramédicaux, ces paramédicaux vont être regroupés, entre parenthèses, il y a déjà une organisation à but lucratif d'orthophonistes qui s'est mise en place à but lucratif. Il y a 50 orthophonistes, mais je ne vous dirai pas son nom. Sauf si vous insistez, ne serait-ce que faiblement. Je sais que c'est ça que vous allez retenir malheureusement. Donc, en fin de compte, vous ouvrez la voie non plus à une réponse collective de solidarité sociale, vous ouvrez la voie avec des sociétés qui vont développer une concurrence, un regroupement et une concurrence qui est gagnant dans tout ça. Je ne crois pas que ce soit les personnes handicapées et leurs familles. Merci de votre attention.